Le moment que vous attendiez tous et toutes, c'est maintenant, avec bien sûr notre quiz de culture générale de notre FFB Fun Fact Boys. Merci Alex et bonsoir à tous. Alors on va commencer avec cette jolie La Palissade de Guy Parmelin. Il faut bien commencer par un début, donc c'est parti pour notre premier quiz de l'année. D'ailleurs, qui dit vigneron et début d'année dit Dry January. D'où la première question à vos buzzers. En quelle année a eu lieu le tout premier Dry January? Donc 3 propositions. C'était en 1942 en Finlande, en 64 au Canada ou en 2013 au Royaume-Uni. Tiens, Alex a buzzé sans écouter les propositions. Alex? La réponse D. Non, ce n'est pas. Le plus récent, en 2013, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, on a Olivier. La réponse B. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc JM, le point va pour toi. C'était 1942 en Finlande, hein, c'est ce que tu voulais me répondre. Tout à fait. Alors, c'est vrai que si le Dry January est aussi connu aujourd'hui, c'est grâce à une campagne qui a eu lieu en 2013 au Royaume-Uni. C'est vrai, Alex. J'ai pas un demi-point pour ça. Tu n'as pas de demi-point, pas de demi-mesure cette année. Mais historiquement, c'est le tout premier Dry January remonte à 1942. Il avait été initié par le gouvernement finlandais pour soutenir l'effort de guerre. Deuxième question. Quelle est la proportion de Suisses et de Suissesses qui font le Dry January? 3 propositions. 12%, 22% ou 32%. Alex? 22%. Ce n'est pas la bonne réponse. JM? 32%. Ce n'est pas la réponse, donc le point va pour toi, Olivier. C'est 12%. Des Suisses et des Suissesses, donc ça veut dire qu'un Suisse sur 8 tente de l'expérience, et parmi ceux-ci la moitié réussit à ne pas boire une goutte d'alcool en janvier, et l'autre moitié fait ce que j'appelle le try January. Au moins ils essayent. Exactement. Donc vrai ou faux, le fait que l'année commence le 1er janvier est une invention française? Olivier? Faux. C'est faux. Deuxième point pour toi, Olivier. Mais il y a un petit peu de vrai quand même, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès 153 avant notre ère, à Rome, l'année commençait déjà le 1er janvier. C'était le jour d'entrée en fonction des consuls, dont le mandat durait une année, comme Monsieur Parmelin d'ailleurs. Mais après la chute de l'Empire romain, le 1er janvier a perdu son statut de début officiel de l'année en Occident. Et selon les pays, et parfois même selon les régions au sein d'un même pays, d'un même royaume, l'année pouvait commencer soit à Pâques, soit à Noël, voire même à d'autres moments de l'année. Ce qui créait pas mal de complexité dans la vie de tous les jours. Et c'est finalement dans le royaume de France que les choses se sont harmonisées, puisqu'en 1564, le roi Charles IX a promulgué l'édit de Roussillon, qui impose le 1er janvier comme début de l'année dans tout son royaume. Et quelques années plus tard, en 1582, le pape Grégoire XIII généralise cette règle à l'ensemble du monde catholique en même temps qu'il instaure son célèbre calendrier grégorien. Grégoire XIII, grégorien. La Saint-Sylvestre et le passage à la nouvelle année sont censés être des moments de fête et de joie, mais cette année à Crans-Montana ça n'aura pas été le cas, donc sincère pensée pour toutes les victimes de cette effroyable catastrophe, pensée pour leurs proches et pour toutes les personnes touchées par ce drame. Retour au quiz. Parmi ces traditions étonnantes du Nouvel An à travers le monde, laquelle est vraie? Donc 4 propositions. Les Espagnols avalent 12 grains de raisin aux 12 coups de minuit, ou bien les Danois cassent des assiettes sur les bas de porte de leurs voisins pour leur souhaiter une bonne année. Au Mexique, les célibataires portent pour le réveillon des sous-vêtements rouges pour faciliter la recherche de l'âme sœur, ou bien ces 3 traditions sont vraies. Olivier? La première, les Espagnols avec le raisin. Ce n'est pas la bonne réponse. Oh purée, j'étais sûr. Ensuite, nous avons Alex. La réponse D. C'est la réponse D. Les 3 traditions sont vraies. Bravo, Alex. C'est ton premier point de l'année. C'est mon premier point. Oui. Alors janvier, c'est le mois de Janus, le mois romain des commencements et des fins, mais février, c'est le mois de qui ou de quoi exactement? Donc 3 propositions. C'est le mois des purifications, le mois des fièvres et virus en tout genre, ou bien c'est le mois de Jean Lefebvre, le célèbre comédien. Alex? Ah mince, moi qui pensais à la Saint-Valentin, février bien sûr 14. La réponse A. C'est en effet le mois des purifications. Quel bol. Février Quel bol. vient du mot latin februare, purifier. Alors janvier, février, on va pas s'amuser à faire tout le calendrier ce soir et on va s'intéresser maintenant au calendre grec, cette expression bien connue qui signifie remettre quelque chose à une date qui n'arrivera jamais. Mais pourquoi partons de calendre grec et non pas de calendre romaine ou helvétique? Donc vrai ou faux? Si l'on parle de calendre grec, c'est justement parce que dans la Grèce antique, les calendes n'existaient tout simplement pas. JM? C'est faux. Et non,
Donc c'est vrai, donc la bonne réponse va à Alex. Merci. Facile celle-là. Donc c'est vrai. Alors, donc, dans la Rome antique, les calendes existaient bel et bien. Les calendes, en fait, c'était le premier jour de chaque mois. D'accord. Et ce premier jour était d'ailleurs important puisque c'était notamment le jour où les débiteurs devaient régler leurs dettes. Par contre, chez les Grecs, ce concept de calende n'existait pas. Et puis, pour en revenir à notre expression calende grecque, elle apparaît à la Renaissance, à une époque où l'Antiquité grecque et romaine reviennent à la mode, mais parfois où on se mélangeait un peu les pinceaux pour savoir ce qui était relatif à l'Antiquité romaine par rapport à ce qui était relatif à l'Antiquité grecque. Et donc, des esprits facétieux ont eu l'idée de ces calendes grecques, une façon ironique et subtile de parler d'une échéance qui n'arrivera jamais. Dernière question. Vous avez peut-être fêté l'épiphanie hier, qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, mais que signifie étymologiquement le mot épiphanie? Donc 3 propositions: couronnement, révélation ou offrande. JM. Offrande. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. Merde, c'est ce que je voulais dire. La réponse A. Ce n'est pas couronnement. Donc le 3e point va à Olivier. Ça veut dire révélation, manifestation d'une réalité cachée. Et donc le mot épiphanie peut tout à fait s'utiliser comme dans la phrase suivante, ouvrez les guillemets. Et là, je viens d'avoir une épiphanie en raison que le grand gagnant du quiz ce soir, c'est toi Olivier, avec 3 points. Bravo à toi.